Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Heroes of Theranos, le dernier FFG, donc en VO pour l'instant, qui sortira en début d'année prochaine en VF. Qu'est-ce que Heroes of Theranos? Eh bien en fait c'est un revamp, une version 2 de Warhammer Quest, le jeu d'aventure, le jeu de cartes, qui était sorti je pense il y a 2 ans, ou oui il y a 2 ans, qui a été arrêté suite à la perte de la licence Warhammer Quest par FFG. Et en fait, ils ont transposé le système de jeu de Warhammer Quest, le jeu de cartes, sur ce jeu, Heroes of Theranos. Donc on se retrouve dans le monde de Runbound, de Theranos, avec les personnages que l'on connaît de ce monde-là. Ce sont les personnages de Runbound, de Descent. Donc le style graphique aussi, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, évidemment, qui est un peu plus pastel que du Warhammer. Mais voilà. Au niveau du jeu, je ne vais pas faire de comparaison, sachez que c'est très similaire, je pense qu'à 90% ça doit être similaire. Donc, je vais vous expliquer comment se déroule ce jeu, et son matériel, et tout ce qui s'ensuit. Alors, dans Heroes of Theranos, on joue une équipe d'aventuriers, qui va être composée de 2 à 4 personnages. Ici, j'ai chacun de mes personnages. Donc j'ai One Fist, un guerrier, et Teheris, un scout, un éclaireur. Pour le jeu, en principe, se joue à 4 joueurs, et donc quand on est sur une configuration à moins de joueurs, on a des cartes d'équilibrage du jeu. Pour le jeu à 2 joueurs, on a des petites cartes comme ça, qui vont nous indiquer un nombre de points de vie en plus pour le personnage, et la règle d'activation des personnages. À 2 joueurs, on va avoir par tour de héros 2 activations chacun. Première activation, deuxième, troisième, quatrième. Nos aventuriers vont se retrouver à devoir résoudre une quête, donc, qui est présente ici. On a, comme ça, je crois, 8 cartes quête, il me semble, ou 12. Il y a 12 personnages et 8 quêtes, je crois. Donc voilà, où on vous explique l'histoire de la quête. Donc vous voyez que le texte n'est pas super grand. Les instructions de mise en place, les instructions de construction pour le deck des ennemis, pour le deck des lieux, pour le deck de découverte, d'exploration, un peu le loot. Le texte en cas de victoire, le texte en cas de défaite. Le Némésis, donc le boss en fait de la quête. L'indication ici, ça indique la difficulté, donc ici c'est la difficulté haute qu'on a choisie. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi cette quête, je vais sûrement la perdre, mais elle a un avantage. Et ici on trouve également ce qu'on avait dans Warhammer Quest, donc le titre de la quête, la difficulté, un petit texte qui va indiquer une règle pour la quête. Ici, ça va être la progression de la quête. Alors, vous allez voir que c'est pas linéaire. Vous allez voir certaines quêtes où on va déplacer le petit jeton qui représente le temps, le péril, péril token, qui va se déplacer au fur et à mesure. Certaines quêtes, ce péril token n'aura pas une progression linéaire, et notamment dans celle-là. Mais à chaque fois que le péril token arrive sur un élément de couleur, on se référence à la couleur qui est ici, et on suit les instructions. Ici, il y a les conditions de victoire et de défaite en fin de round. Donc une fois qu'on aura fait la mise en place, on retourne la carte comme ça, et on place le péril token sur l'endroit indiqué, qui est celui qui est en forme de sablier ici. En principe, il est en début de piste, mais sur ce scénario-là, il est à cet endroit-là. Avant d'aller plus loin dans le tour de jeu, je vais peut-être vous présenter les cartes, ou alors je vous présente le tour de jeu rapidement. Le tour de jeu, c'est très simple, on va avoir 4 phases. La phase des héros, donc chaque héros va s'activer une fois quand on est 4 joueurs, plusieurs fois quand on est 3 ou 2 joueurs. Ensuite, la phase ennemie, chaque héros, donc chaque joueur va activer un ennemi qui sera engagé avec lui, on va voir la notion d'engagement après, ou qui se trouvera dans les ombres. On verra aussi ce que ça signifie. Ensuite, on passe au héros suivant qui fait la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis à activer sur le plan de jeu.
Une fois qu'on a fait la phase ennemie, on va faire la phase de péril. La phase de péril consiste à justement déplacer ce marqueur et résoudre l'effet du lieu sur lequel il va arriver. Enfin, la phase de voyage, c'est ce qui va nous permettre, ici on va avoir des cartes de lieux, de progresser d'un lieu vers un autre. Alors les cartes. On va commencer par les cartes des personnages. Vous voyez que chaque personnage va avoir une carte qui représente son personnage, avec son nom, sa petite capacité spéciale. Ici, le symbole qui est très important qu'on retrouve au dos de la carte, qui est son type, donc le type plutôt guerrier, enfin son archétype, son nombre de points de vie, et c'est à peu près tout. Alors pourquoi c'est important l'archétype ? Parce que vous allez avoir un set de cartes d'activation qui va dépendre de votre archétype. Donc le set de cartes d'activation du guerrier, c'est celui-là. À quoi servent ces cartes ? En fait, chaque carte est une action, puisqu'à chaque fois qu'on va activer un personnage joueur, on va choisir une de ces cartes et on va l'activer. Activer une carte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vais la remettre dans l'ordre que je voulais, ça veut dire qu'on va prendre ce qui est marqué sur la carte et on va dérouler de haut en bas toutes les activités à faire. Il y a un petit texte de fluff en bas, qui n'est pas transcendant non plus, mais on va surtout s'intéresser à ce qu'on va pouvoir faire comme action grâce à cette carte-là. On va avoir 4 types d'actions génériques qui pour chaque personnage, enfin pour chaque classe de personnage, chaque archétype, va être différente, mais qui vont être rangées dans 4 catégories identiques, à savoir l'attaque, symbolisée par l'épée, l'exploration, avec le petit chemin comme ça, l'aide, le support, avec la main tendue, et le repos, avec le petit feu de camp. Donc pour chacun, si je regarde par exemple ma carte d'attaque pour ce personnage-là, pour mon guerrier ou pour mon scout, elles se ressemblent beaucoup, mais le texte est différent. On va pas avoir exactement les mêmes activités sur les cartes. Même si la destination générale de la carte d'attaque fera des attaques. L'autre particularité, c'est qu'on va avoir des cartes d'activité avancée, enfin des cartes d'action avancée. Les cartes d'action avancée, elles sont pareilles, typées en fonction de l'archétype qu'on a choisi, et elles vont être séparées, pour l'instant j'imagine qu'il y aura des extensions après, ici dans le jeu de base, en 2 classes distinctes. En classe ici j'ai un berserker et un guerrier, un warrior. Un chevalier, le knight. Alors à quoi ça sert ? C'est que dans le jeu, sur la piste de péril, il y a des moments où vous allez tomber sur une instruction qui va vous dire chaque joueur doit choisir une activité avancée. Ça veut dire qu'on va remplacer une des 4 cartes que l'on a par une autre carte avancée, donc avec une capacité meilleure, parmi ces classes. Donc ça veut dire que la première fois, quand je n'ai aucune carte, je vais choisir parmi les 8 cartes ici, celle que je veux utiliser, celle que je vais remplacer dans mon jeu de base. Quand j'aurai fait un premier choix, si je dois encore augmenter et avoir une nouvelle carte, ce sera dans la même classe que j'ai déjà choisie. Il n'y a pas de multiclassé. Ce sera soit la classe chevalier, soit la classe berserker, pour le guerrier. Après, on a 2 classes pour chaque type de guerrier. Donc voilà pourquoi l'archétype est important. Donc ça, c'est pour les cartes des personnages. En plus de ça, quand on fait une action, peut-être que j'y reviendrai après. Bon, quand on fait une action, vous allez voir qu'on va souvent utiliser des dés. Donc les dés, ils ont des symboles de succès, c'est l'étoile, des symboles de bouclier et des symboles de succès critique. Donc les succès, c'est facile, on compte le nombre de succès, les boucliers pareil. Le succès critique, ça compte comme un succès et je relance. Si j'ai encore un critique, je compte le succès et je relance. Jusqu'à ce que j'ai plus de critique et je cumule tout ce que j'ai eu comme succès comme bouclier. Donc chaque action va nécessiter au moins un jet de dés, qui ne sera pas que ces dés blancs. On va également jeter les dés noirs qui vont correspondre aux ennemis qui seront engagés avec les différents personnages. On verra ça dans la phase
plus détaillée. Au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le champ de jeu, donc on a la carte de la quête, avec le jeton de péril dessus. On a les lieux, donc les lieux, je vais vous en faire voir d'autres. On a des lieux, un lieu c'est ça, un type de difficulté en haut. Il y a 3 types de difficultés dans le jeu. Il y a trivial, challenging et le dernier, je ne sais plus, c'est formidable. Et la quête là est en type formidable. Donc la carte de lieu, on a le nom, le dessin. Ici, on va avoir l'apparition des ennemis, le spawn. Donc ici, quand c'est en rouge, c'est les ennemis qui s'engagent avec les joueurs directement quand ils arrivent en jeu. Ici, les ennemis qui sont dans les ombres. Sachant que quand ils arrivent contre un héros, ils sont face visible. Quand ils sont dans les ombres, qui est la partie qui sera ici en dessous de la carte de quête, ça veut dire qu'ils sont éloignés, qu'ils sont cachés, et ils seront face cachée quand on va les poser. Un ennemi peut très bien être face visible dans les ombres s'il a déjà été révélé qu'il est reparti dans les ombres. Mais quand ils spawnent dans les ombres, ils sont face cachée. Sauf instruction contraire. Ici, c'est le nombre de points d'exploration qu'il faudra si on veut passer de cette carte-là, par exemple, à la carte de lieu suivant. Ici, vous voyez que j'ai 3 lieux. Donc, au tout début de la partie, on va retourner celle-là, on va mettre en place les monstres. Et si je veux progresser vers la deuxième, il faudra que j'ai un certain nombre de points d'exploration qui vont dépendre de la carte. En plus de ça, chaque carte lieu a une capacité spéciale en début ou en fin de phase de voyage. La phase de voyage, c'est la dernière phase du tour de jeu. Ça c'est bon. On peut voir aussi que, alors ça servira surtout pour la mise en place, il y a des petits textes de traits pour le type de carte qui vont nous servir à faire les decks de lieux selon ce qu'indique le scénario. Il va indiquer différents types de lieux à prendre en compte. On va tirer en aléatoire dans ces types de lieux et on va composer le deck de lieux. Ensuite, on a les cartes d'exploration. C'est pareil, elles sont typées. Et on a mis ici, on a composé le deck d'exploration en fonction de ce que nous a demandé le scénario. Puis on l'a mélangé. Dans ce cas particulier, on a 4 cartes qui ne sont pas typées et qui sont présentes ici, qui sont liées au scénario, qui viendront en jeu en cours de scénario. Alors les cartes d'exploration, c'est quoi? Eh bien, c'est soit des items qu'on va pouvoir mettre de côté et utiliser quand on aura envie, et défausser après. Et d'ailleurs, je me demande si on les défausse. Soit des events qu'on va pouvoir résoudre, parfois ils sont obligatoires, parfois non. Vous voyez que le type de la carte d'exploration est marqué en dessous, ce qui nous permet de composer le deck. Ensuite, on a la carte Némésis, donc la carte Némésis qui est le gros boss à combattre, qui va être présentée comme une carte ennemie, avec la difficulté de l'ennemi, son nombre de points quand il inflige des dégâts, donc quand il attaque, son nombre de points de vie, donc il faut mettre à 0 pour le tuer, et sa résilience, c'est sa résistance, c'est en gros son armure. Donc ça veut dire que quand je lui fais des dégâts, je retire 3 avant de continuer à avant de lui ôter des points de vie. Ensuite ici on a une barre d'action, c'est sa barre d'activation. Quand les monstres vont s'activer, on va suivre les instructions ici. Donc parfois il y a des instructions génériques comme inflict. En fait, c'est infliger le nombre de points de dégâts qui est indiqué ici sur les héros actifs. Et la suite, Fire Breath, si c'est pas une instruction générique comme avancer, infliger des dégâts ou partir en retraite, ce sera indiqué ici. Ici, par exemple, Valindra, le dragon, a un crash du feu et tous les héros prennent un dégât. Elle a en plus un texte particulier et un texte de péril, c'est le symbole qu'on trouvera sur les dés quand on les lancera. Donc si jamais un monstre ou une quête en jeu quelque part sur le plateau a cette petite information là de péril et que un dé est lancé comme ça avec ce symbole là, on applique l'effet tout de suite, quel que soit l'endroit où se trouve cette carte et quel que soit son état. Donc ici on a le deck de monstres qui a été composé aussi donc les decks de monstres se composent soit en mettant le type de monstre, soit la difficulté des monstres. Donc ici c'est réparti avec une certaine difficulté qui est indiquée dans le scénario de l'autre côté. Les pions, on a des pions, ça c'est les pions de succès. Donc les pions de succès, c'est quoi? Ça correspond en fait au symbole succès qu'on retrouve sur le dé. Et c'est des pions qu'on va pouvoir gagner, notamment grâce à l'action d'aide, ici, cette action-là. Quand on va avoir des succès, on va pouvoir mettre des pions,
et les donner par exemple à la personne qu'on a aidée. Donc les pions de succès. On peut en avoir au maximum 5. Et on peut en utiliser à la fois que 2 maximum. À quoi ça sert? À augmenter tout simplement les succès de l'action qu'on est en train de faire. Que ce soit une attaque, un repos, quelle que soit l'action, ça nous augmente donc au maximum de 2 le nombre de succès en dépensant ça. Ils ont d'autres utilités qui sont indiquées sur les cartes des personnages ou sur des cartes d'objets et ainsi de suite. On peut dépenser des points de succès qu'on aura stockés, donc jusqu'à 5, pour différentes actions. On a évidemment des points de blessure. Ça, ce sont les points de progression sur la carte lieu. Ici, on a les cartes conditions. Donc, dans le jeu de base, on peut être focused, concentré, empoisonné ou affaibli, avec différents effets dessus que je vous indiquerai quand ça arrivera. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc les dés, on a vu ce que c'était. Et on est bon, je pense, pour commencer. Alors, la quête que l'on va suivre, je vais peut-être échouer lamentablement, parce que j'ai essayé une fois et elle est assez difficile et assez perturbante ici. La quête en question, c'est qu'on a chassé, il n'y a plus beaucoup de dragons à Therinos, mais il y a une rumeur d'une Wyrm, Valindra, qui sera un dragon qui aura amassé beaucoup de trésors. Et évidemment, on s'est mis en quête d'aller chercher ces trésors et ce qu'il pourrait y avoir de plus que ces trésors. Et on est tombé dans on a trouvé son repère, ou son domaine, je vais dire, parce que vu les cartes lieux qu'on va avoir, on a trouvé son domaine. Et dans ce domaine, on a découvert une sorte de miroir qui est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il y a un miroir dans lequel on voit un autre monde qu'on croit connaître et qui doit sûrement être magique. Mais on n'a pas le temps de faire ouf on a un peu à la façon de Pippin ou Merry dans le Seigneur des Anneaux, on a fait du bruit et les hordes qui protègent le repère de Valindra sont alertées et nous arrivent sur le coin de la figure. Donc la première chose qu'on fait, donc ça je vous ai planté le décor, j'ai One Fist et Teeris qui sont prêts à relever le challenge. La première chose que l'on fait quand on a installé, ici, qu'on a créé les decks, on révèle la première carte de lieu. Donc ici, c'est la tour en ruine. Donc vous voyez que la tour en ruine, difficulté un challenging. On va faire apparaître un monstre qui sera engagé avec les héros, et 4 dans les ténèbres, on va dire, shadow. Il faudra 8 points d'exploration pour pouvoir passer à la carte suivante. Et à la fin de la phase de voyage, le leader de l'équipe pourra dépenser un token de succès, comme ça, pour piocher une carte d'exploration, comme ceci. Alors, le leader de l'équipe, c'est qui? C'est celui qui a le token de leader. Ce token, il va représenter donc le leader qui sera actif pour certaines phases comme le voyage, la périphase aussi. Quand on désigne un leader, c'est celui qui porte le flambeau. Ce flambeau, il peut être passé à un autre héros pendant la phase de voyage, juste avant de révéler la nouvelle carte. Donc ça veut dire qu'à chaque étape où vous allez passer sur un nouveau lieu, vous avez l'occasion de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et c'est le seul moment. Donc ici, la première chose qu'on fait, c'est donc, on va, en commençant par le leader, spawner des monstres, donc il y en a un qui arrive sur lui, directement, et on a affaire à un bandit bien classique. Donc vous voyez, humain, mignon, en catégorie, ça n'a pas d'importance, 1 dégât, 2 points de vie, pas de défense. Il fait, c'est un bandit backstab, on verra dans les faits comment ça se passe. On le met ici, et ensuite il en faut 4 qui vont être dans les ombres. Donc dans les ombres, comme j'ai dit, on les place face cachée et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça n'empêche pas, 4 du premier coup, ça n'empêche pas d'attaquer ceux qui sont dans les ombres. C'est-à-dire que quand on va attaquer, il y a un peu de reflet ici, hein, tant pis. Vous voyez le dos de la carte, c'est ça. Comme ça on les voit pas, ils sont bien cachés, mais dans la lumière. Donc ça, on peut quand même les attaquer, on peut leur faire des dégâts. À partir du moment où on attaque
enfin si on les engage, on les mettra devant les personnages concernés, mais si on leur fait des dégâts ou autres, ils seront révélés tout en restant dans les ombres. On a fait la mise en place, on sait qu'à la fin de la phase de voyage, on peut piocher les cartes d'exploration. Information importante pour ce scénario-là, il est indiqué que, vous voyez qu'on a vu que Valindra avait 3 points de résilience, donc 3 points d'armure. Pour chaque carte lieu qui aura été défaussée, donc on aura passé, elle va perdre 1 point de résistance. C'est pas le seul moyen de lui faire perdre de résistance, par exemple. Téhéris, quand elle attaque, elle applique -1 à la résistance de chaque ennemi qu'on cible. Donc si je cible Valindra avec Téhéris, de base, elle va prendre -1. Et donc c'est parti pour l'activation, à commencer par lui. Donc on va faire une activation ici, une ici, encore une sur le guerrier, et enfin une dernière sur l'éclaireur. Alors, est-ce qu'on va attaquer tout de suite? Donc, si je veux attaquer, ou si je veux explorer pour aller plus vite. Ah oui, chose importante, si vous passez d'un lieu vers un autre, les monstres qui sont dans les ténèbres sont défaussés. Sauf s'ils ont un texte sur eux qui indique qu'on ne peut pas les défausser. Et ça, c'est valable uniquement s'ils ont été révélés. Si on ne les révèle pas, on les défausse tous entièrement. Enfin, il me semble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il n'est pas très fort, lui, on va le garder sur nous. On va faire de l'aide, on va donner des points d'aide à la scout. Donc je vais faire cette action qui consiste à... Je peux m'engager avec un ennemi, quand il y a You may become engaged with one enemy. Je peux rajouter un ennemi qui viendrait d'ici, par exemple, ou qui viendrait qui serait déjà engagé avec la scout. Je pourrais très bien l'engager ici, histoire de libérer un peu la scout. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un qui se retrouverait dans les ténèbres. Comme ça, on saura quoi faire. On saura... Si. On va faire ça. Donc si j'en engage un au hasard, hein, il vient ici, hybride sentinelle, dragon... Oula, ça rigole pas, petit draconis. Alors, mon action d'aide. Donc je vise évidemment ce héros-là. S'il y a d'autres héros, on peut choisir le héros qu'on va aider. En l'occurrence, c'est la scout, donc j'ai 2 dés, comme indiqué sur la carte, pour faire l'aide, pour obtenir des points de succès à lui donner. Mais ce n'est pas tout. J'ai 2 ennemis qui sont engagés avec moi, qui sont engagés et qui sont prêts. S'ils étaient exhausted, par exemple comme ça, je n'en aurais qu'un seul, et à ce moment-là, je jetterai un dé noir. Pour chaque ennemi prêt avec lequel je suis engagé. Là, il y en a 2, donc je jette 2 dés noirs. Si j'avais des tokens de succès, je pourrais décider maintenant de les utiliser, hein, pas après le jet de dés, mais avant. Donc je jette mes 2 dés. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a ce symbole-là qu'on va placer sur chaque ennemi ici. Et mon résultat de jet de dés, qui est 3 succès, 1 bouclier. Donc 3 succès, 1 bouclier. Ça veut dire que déjà, 3 succès, je donne 3 tokens de succès au scout, que lui, il fait une contre-attaque, donc ce symbole-là, c'est la contre-attaque, ou du moins c'est l'attaque pendant que je fais une action. Donc ils en font chacun une, ça veut dire que je compte les dégâts qu'ils font tous les deux, ça fait 3 dégâts, je déduis le nombre de boucliers que moi j'ai, donc j'en ai 1, et donc je me prends 2 dégâts sur le point de la figure pendant que j'étais en train d'aider le scout. Normalement, si le scout avait une carte désactivée, j'aurais pu la réactiver. Là, c'est pas le cas. Donc, moi de mon côté, par contre, la mienne est désactivée. Je peux pas la réutiliser tant qu'elle n'est pas disponible. Elle pourra être disponible si j'ai une action me reposer ou si la scout m'aide pour réactiver la carte. Si jamais ici j'avais eu qu'un seul jeton, par exemple une face comme ça, une comme ça, l'attaque, c'est toujours, on va choisir en priorité l'ennemi qui fait le plus de dégâts. Voilà, comme on départage. Ensuite,
Donc le scout va s'activer, Téris va s'activer pour faire une attaque, à mon avis. Donc on va choisir dans les ombres, on va s'engager avec l'ennemi dans les ombres, on va faire la phase d'attaque, celle-là. Ah, quoique, on va peut-être s'engager avec lui, parce qu'on va pouvoir lui faire -1 à l'armure. S'engager avec lui. Comme ça, on libère. Donc je peux m'engager avec un ennemi. Je peux choisir un ennemi qui se trouve sur un autre personnage engagé, ou dans les ténèbres. Ici, j'ai décidé que ce serait lui, ça va libérer lui un petit peu. Et moi, j'ai un avantage pour passer son armure. Donc je fais une attaque, j'ai le droit à 2 dés. C'est mon attaque. J'ai un ennemi engagé prêt contre moi, je prends un dé noir. Et je vais décider d'attribuer un jeton de succès à mon attaque. Donc lui, il n'a pas moufté, il n'a pas eu le temps. Moi j'ai 3 succès sur les dés, plus 1 ici, ça fait 4 succès. J'ai un bonus sur son armure, donc lui il a comme s'il avait que 1 en armure. Donc 4 succès, -1 ça fait 3. 3 dégâts suffisent à le tuer. Je n'ai pas besoin de mettre de blessure, il est éliminé tout de suite. Donc je perds mon petit jeton. Mais lui, il est défaussé. Une fois que le tas d'ennemis est vide, on remélange la défausse. Et l'ordre dans lequel on défausse, c'est important, parce que parfois, certains monstres peuvent faire revenir des morts vivants, des choses comme ça, depuis la défausse. Donc c'est important de le garder dans un certain ordre. Donc elle a fait son action, donc on désactive cette carte-là. Et étant donné qu'on est 2 joueurs, comme c'est indiqué ici, on va refaire une deuxième activation pour chacun de nos personnages. Donc notre guerrier n'a pas attaqué tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer maintenant. On va chercher quelqu'un qui est dans les ombres, parce qu'on peut l'engager. Il va venir ici. Oh, c'est la même chose que tout à l'heure, mais en mètres. Chaque set de monstres arrive en 3 cartes. 2 minions et 1 mètre. Et donc là, c'est un hybride sentinelle Dragon Master. Rien que ça. Je vais prendre donc 2 dés pour faire l'attaque. Et je vais attaquer peut-être plus le bandit que l'hybride sentinelle, parce que je vais avoir du mal à la tuer, à mon avis. Il faudrait que je fasse 5 pour lui ôter la vie, et ça va être dur quand même de faire 5 avec les 2 dés. Donc on va viser le bandit. Mais je lance quand même les 2 dés noirs, hein, parce que les 2 sont prêts, en face de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 2 succès. Donc 2 succès, par contre, c'est bien, c'est que ça va tuer le bandit. Ensuite, on a la contre-attaque. Donc on va choisir celui qui fait le plus de dégâts. Ça sera lui. Il va nous faire 2 dégâts. Donc 2 dégâts, plus les 2, ça fait 4. Donc, hop, je pivote mon pion, et j'ai bien 4 de dégâts. Les pions sont recto verso. Lui, je mets ses 2 dégâts. Pour l'exemple, hein, sinon je pourrais enlever la carte. Et j'ai ce petit pion-là qui est le péril. Et le péril, on a le péril sur Valindra. Donc il y a marqué que soit on prend 2 dégâts, soit chaque héros prend 1 dégât. En fait, c'est le souffle de Valindra. Donc on va dire que chaque héros prend 1 dégât. De rien l'éclaireur, c'est gratuit. Ici, à la fin de mon activation, évidemment, le bandit, il est mort. Il s'est pris 2 dégâts. Et je retourne ma carte d'attaque. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, mes cartes sont... c'est exhaustive, donc elles sont désactivées. Il faudrait à un moment que je passe par mon action de repos ou par l'aide d'un héros pour récupérer cette carte-là. Ou par des cartes d'exploration, ainsi de suite. Donc la deuxième activation
pour la scout, ça va être, je crois qu'on va aller... Alors, on va aller explorer. À savoir que Valindra, elle agit quand on explore, mais quand elle est dans les ténèbres, pas quand elle est dans son lit, dans son repère. Je vérifie quand même. C'est ça. Donc on va aller explorer. Et pour explorer, j'ai aucun ennemi engagé avec moi. Il y en a 2 qui sont dans les ténèbres. Mais j'ai personne, donc je vais lancer mes 2 dés d'exploration. Ou alors, je fais une aide pour réactiver la carte d'attaque de mon guerrier. Pour qu'au tour suivant, il y ait au moins une personne qui attaque. Ouais, je vais faire ça. Donc, je fais l'aide. J'aide mon guerrier pour lui donner des points d'aide. Donc, je lance 2 dés, j'ai pas d'ennemi en face. Alors, ici, j'ai un succès, un bouclier, donc 2 succès avec le critique, que je relance. 3 succès et 2 boucliers. Bon, les boucliers ne servent à rien, j'ai pas d'ennemis en face. Les boucliers, ils sont conservés que pour cette phase-là, hein. Ils ne sont pas valables à la phase d'activation des ennemis. Donc je dis 3 succès, ça veut dire que je mets 3 marqueurs de succès sur mon guerrier. Ensuite, je peux piocher 2 cartes exploration, en choisir une à résoudre, et placer l'autre soit au-dessus du deck d'exploration, soit en dessous. Donc j'en choisis 2. Et qu'est-ce que j'ai comme choix? J'ai donc une fiole de potion de soin, qu'on peut défausser quand on l'utilise, donc avant ou après l'activation d'un héros. Et si on le fait, on récupère 4 points de vie. Enfin, on récupère 4 blessures. Et l'autre, c'est un event qui nous permet de soit... Ah oui, on peut le faire tout de suite, ce serait pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais laisser celle-là sur le dessus, et je vais faire cet event-là, qui est plutôt bon. Qui dit, on peut soit activer une carte, donc la rendre active, soit devenir focused. Ah non, je me suis trompé en fait. Mais n'importe quoi. Je faisais l'aide, donc l'aide, j'ai fait l'aide ici, et je réactive la carte d'un héros. Donc je réactive sa carte d'attaque. Et ça, je confonds, je me suis mélangé les pattes avec l'exploration. Bon, j'ai remis les cartes dans l'ordre. Elles sont bien, on va pouvoir l'explorer quand même. Et à la fin de mon aide, je veux récupérer un token donc voilà, ici c'était l'activation de la carte du héros que j'ai aidé. Et je récupère un token de succès pour mon personnage par contre. Et ensuite je désactive ma carte. Donc là on a fait l'activation des 2 personnages 2 fois, parce qu'on est en 2 joueurs. Ensuite, la phase des monstres. À commencer par le premier joueur, va choisir un monstre en priorité qui est engagé avec lui. S'il n'y en avait pas, sélectionner un monstre dans les ténèbres. S'il n'y en a pas, il n'active rien d'autre. Un héros n'active pas un monstre qui est engagé avec un autre héros. Ce monstre s'activera autour du héros. Donc là j'active l'hybride sentinelle. Qu'est-ce qu'elle fait? On suit la barre en fait qui se trouve ici. Elle fait l'action Pray. Alors Pray, c'est pas une action classique, on va se référencer à la carte qui nous dit que cet ennemi s'engage, donc s'engage au combat, avec le héros qui a le plus de blessures. Et le héros qui a le plus de blessures, c'est lui, donc il reste sur mon guerrier. L'action est faite. Ensuite, il fait inflict. Inflict, c'est il donne des dégâts, il attaque, et donc il fait 2 dégâts. Donc je passe ici 2 dégâts de plus. Je suis à 7 points dans ma tête. Et lui, il a été activé. Maintenant, on passe au joueur 2, qui va activer un héros. Il n'en a pas devant lui. Donc il va chercher dans les ténèbres, prendre une des 2 cartes et l'activer. Allez, on va prendre celle-là. C'est un bandit. Je vais suivre ce que fait la carte bandit, donc c'est avance, donc il avance, il va s'engager, il va avancer vers le héros qui est actif, c'est lui, parce que c'est lui qui fait l'activation de ce monstre. Backstab,
Si c'était donc backstab qui n'est pas une action classique, on voit le texte qui est en dessous. Si cet ennemi est engagé avec vous, et que vous avez au moins un autre ennemi engagé avec vous, parce que c'est un backstab, c'est un coup dans le dos, hein, vous prenez un dégât. Là, c'est pas le cas, j'ai pas d'autre ennemi. Donc ce dégât-là, il me le fait pas. Et ensuite, inflict, il fait son attaque classique. Donc je prends un dégât. Donc vous voyez que si j'avais été engagé avec un ennemi, bah, j'aurais pris un deuxième dégât, j'aurais pris 2 dégâts en tout dans mon tour. Son activation est terminée. Je reviens à mon leader, qui doit activer une carte. Il n'en reste plus qu'une dans les ténèbres. C'est un zombie. On fait action attraper. Si cet ennemi est engagé avec vous, on désactive, on exauce une activation card. Donc là, c'est pas le cas parce qu'il se trouve dans cette zone-là. Donc on passe à l'action suivante, avancer. Il avance donc vers moi et infliger des dégâts. Il va m'infliger un dégât que je place tout de suite ici. Il n'y a plus d'ennemis, ils sont tous déjà activés. Donc on les redresse, hop, pour la phase suivante. Et on passe à la phase de péril. La phase de péril, c'est celle qui va faire avancer ce petit marqueur. Dans la phase de péril, on arrive sur la tête verte là, du monstre. Et donc on lit le texte qui est indiqué ici. Donc Valindra s'impose entre vous et ses trésors. Qui ose venir dans son repère comme ça? Donc chaque personnage, donc chaque héros, va augmenter, upgrade, une carte d'activation de son choix avec les cartes qu'il peut faire ici. Donc une des 4 cartes qu'il a, on va upgrader. Si, je vais faire directement la suite, si Valindra est dans son repère, on spawn Valindra dans les ténèbres. Donc Valindra arrive ici. Et là, c'est le début de la fin. Oui. En fait, ce scénario-là est très pratique, parce qu'il va vous faire voir à peu près toutes les mécaniques assez rapidement. Là, l'upgrade, il est assez rapide. Le Nemesis, il arrive tout de suite. Et on peut perdre assez rapidement aussi, ce qui est assez intéressant. Donc je vais upgrader mes personnages. Donc je peux choisir parmi les 8 cartes. Hein, on va se rappeler qu'elles sont séparées en 2 classes différentes. Alors à chaque fois que j'augmente, je vais peut-être faire celui-là. Je vais mettre en berserk. La carte du berserker, c'est celle-là. Ça permet de m'engager avec 2 nouveaux ennemis. Donc si j'en ai un, je peux m'en ramener 2 dessus. De faire une attaque avec 3 dés. Et avant de faire l'attaque avec les 3 dés, donc avant de lancer les dés, je peux cibler 3 ennemis en même temps. Ça veut dire que mes dégâts vont se répartir comme j'ai envie sur les 3 ennemis. Et en plus, quand je fais cette action, je peux prendre une blessure pour relancer un dé en se limitant à 1 fois par action. Donc c'est le côté berserk de prendre des blessures et d'attaquer comme un fou. Alors, quand j'upgrade une carte comme ça, elle vient en place de celle qui va avant, hein, l'épée, dans le même statut que cette carte-là. Si ma carte d'attaque avait été désactivée, la nouvelle carte sera arrivée désactivée. Voilà. Donc ça c'est fait pour le guerrier. Et pour mon scout, je vais prendre le reste qui est le body shield. Donc elle est intéressante au niveau du repos, parce qu'on a un dé de plus pour se soigner les blessures. Et si toutes nos autres cartes sont désactivées, on choisit un ennemi qui est exhausted, qui est avec nous, et cet ennemi prend 2 blessures. Donc c'est-à-dire si on arrive à rendre exhausted comme ça un ennemi, on pourra lui infliger des blessures. Donc ça peut être assez sympa. Et donc ça remplace mon feu de camp qui est ici. Donc j'ai pas augmenté mon attaque, mais... Et donc Valindra est arrivé. Donc scénario assez rapide à se mettre en place et assez rapide à devenir chaud bouillant. On a fait la phase de péril. Une fois que la phase de péril est faite, on fait la phase de voyage. Donc la phase de voyage, elle se décompose comme ça. Début de la phase de voyage. Est-ce qu'on voyage ou pas? Donc nous on décide de passer sur le lieu suivant. Là on peut pas parce qu'on n'a aucun marqueur d'exploration dessus.
donc on ne peut pas aller plus loin. Et fin de la phase. Donc là, fin de la phase, il y a un texte dessus. À la fin de la phase de voyage, le leader du groupe peut défausser un pion, un token que j'ai ici par exemple, pour piocher une carte d'exploration. Et je vais le faire, parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, on a un peu triché tout à l'heure. Enfin, triché, pas vraiment. Et donc... ah, c'est dommage. Ah si, je pourrais le faire maintenant. Est-ce qu'il y a un intérêt? Donc je peux soit réactiver une carte, ou devenir focus. Focus, c'est une condition comme ça. Là, je vais le faire tout de suite. Voilà, je deviens focused. Et l'événement est défaussé. Donc la condition focus nous permet de défausser la carte pour relancer jusqu'à 2 dés. 2 dés, ça peut être des dés blancs, des dés noirs, peu importe, une combinaison des 2 dés. Donc fin de la phase de voyage, on repasse à la phase des héros, et on va commencer par notre partie leader qui est toujours là. Et qui peut désormais attaquer un peu plus fort